Bonjour à tous, madame, messieurs, merci de nous retrouver encore ce matin dans le cadre de cette autre édition de la revue des Grandes Unes. La presse disponible dans les kiosques ce matin parle bien sûr, la nouvelle expression par la crise anglophone, suspecté d'être l'argentier des sécessionnistes, Bertin Kissob, l'activiste et homme politique arrêté depuis juin 2016, est donc accusé par le parquet d'être notamment l'un des gestionnaires des fonds servant donc à financer les actions des séparatistes, et c'est à lire dans le journal. En page 3 notamment. Le même journal parle également de l'enseignement secondaire avec la police qui saute sur les grévistes à Yaoundé. Les forces de l'ordre ont violemment dispersé les manifestants à Yaoundé au lieu dit éducation et ont d'ailleurs embastillé des dizaines d'autres, dont deux leaders. C'est en page 2 également de la nouvelle expression de ce matin qui s'intéresse aussi à l'extrême nord. Déjà plus de 2000 morts. Le constat est donc fait par le sous-secrétaire général des affaires humanitaires donc des Nations Unies, lui qui allait sur le terrain et a constaté, il fait d'ailleurs son rapport dans le journal. La nouvelle expression en page 4. Info Matin de ce matin est disponible aussi dans les kiosques. Le journal parle du voyage de Paul Biya, le petit rapport qui trahit le grand complot, c'est le grand titre du journal. La récente étude du consortium international des journalistes d'investigation sur le chef de l'État cache à peine donc une réelle volonté de déstabilisation du régime de Yaoundé, c'est en page 3 du journal. Et toujours le même journal qui parle aussi du sérail, guerre imaginaire entre Ferdinand Gongo et Tanganakuna. Donc un kamikaze vient de se spécialiser dans les films d'horreur et sur les réseaux sociaux. C'est en page 4 de ce numéro et avec notamment l'orthodoxie, le PCA et bien sûr les directeurs généraux rappelés donc à l'ordre. C'est ce que le journal nous apprend aussi en page 4 du numéro disponible dans les kiosques ce matin. Tout comme l'Aide du Sahel qui parle de l'enlèvement du sous-préfet de Batibo. Où est passé donc René Emmanuel Sadi? C'est la grosse question. La réponse est à découvrir en page 5 du journal. Le même journal qui parle également d'une autre localité de l'extrême nord, Dogba. Un homme abattu par des preneurs d'otages. C'est à lire en page 3. Et on s'intéresse également à l'insécurité des Tchadiens et Centrafricains qui sèment donc la terreur dans la Damawa. C'est en page 4 du journal. L'Œil du Sahel disponible dans les kiosques ce matin. Un autre journal, c'est Mutation, qui est également disponible. Le journal parle de toute autre chose, avec notamment des Yaoundé, où on parle des manifestations des enseignants réprimés par les forces du maintien de l'ordre. Ces derniers revendiquent tout au moins bien de choses, notamment la question de leurs conditions socio-professionnelles. C'est à découvrir dans le même journal. Dossier, en tout cas, à lire en page 5 de Mutation de ce matin et bien d'autres sujets aussi. Et puis le soir très hebdomadaire, il parle de la présidentielle 2018, les faiblesses de Joshua aussi face donc à Biya, c'est ce que le journal propose et le journal s'intéresse à la Sonacam. Donc sans Thomas, recadre Ndédi Yango, aussi notre guéguerre à découvrir dans le journal, le soir très hebdomadaire de ce matin. Et puis Repère s'intéresse notamment à l'aéroport, aux aéroports du Cameroun avec le crash managérial de ce journal proposé par Repère de ce jour. Tout un article également pour comprendre un peu qu'est-ce qui ne va réellement pas aux ADC du Cameroun, donc à découvrir dans le numéro disponible ce matin. Et puis Cameroun Tribune parle de campagne contre le chef de l'État. Revoilà donc les dénigreurs donc de ces pays qui sont aussi qui ont élu de missiles dans les réseaux sociaux. C'est ce que le journal propose. Ils sont nombreux qui parcourent justement les réseaux sociaux et laissent des messages qui troublent la tranquillité des paisibles citoyens camerounais notamment. C'est ce que le journal propose comme article aussi de ce matin, de la page 4 à la page 6. Le journal s'intéresse à autre chose, notamment aux forêts et faunes avec de nouveaux responsables au niveau de la défense qui ont été installés dans leurs différentes fonctions aussi. C'est dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. Le quotidien de l'économie parle de l'accord de partenariat économique qui entraîne d'ailleurs une perte de plus de 2 milliards de francs CFA en 18 mois. C'est un article aussi à lire dans le journal qui s'intéresse à Cameco avec notamment une autre vision que se donne l'entreprise. Ce sont des informations à lire dans ce numéro disponible. Le Messager parle de l'enseignement supérieur avec l'université de Montagne qui veut donc son autonomie, mais le ministre de l'enseignement supérieur s'oppose. C'est à lire dans le journal. Le premier établissement, en tout cas supérieur privé, estime qu'il y a des choses qu'il faut faire et qu'on ne devrait plus en tout cas interdire parce qu'il faut améliorer les conditions d'enseignement qui se déroulent là-bas. Donc aujourd'hui, on le découvre également dans le journal avec des informations qui sont à lire en page 5. Le journal parle également des missions à l'étranger. Philemon Yan recadre les gestionnaires publics.
les directeurs généraux et bien sûr les PCA, les présidents du conseil d'administration, qui sont ciblés naturellement, qui doivent donc désormais faire montrer patte blanche avant de voyager et avec des raisons aussi qui peuvent permettre donc aux Camerounais de bénéficier aussi des retombées de ces différents voyages. C'est à lire dans le journal. Le même journal parle aussi de ces enseignants qui ont été secoués par les forces de maintien de l'ordre du côté de Yaoundé. C'est à dire dans le dossier proposé par le journal Le Messager de ce matin. Et puis voilà donc toutes les informations à lire dans la presse. Si vous faites un tour dans les kiosques ce jour, Idriss Lissom est déjà sur ce plateau. Idriss, bonjour. Bonjour Flavien, et bonjour à tous les téléspectateurs de la revue de Grande 1 de ce mercredi. Et je voudrais particulièrement dire bonjour Flavien à tous ces chefs traditionnels. Vous savez que nous avons les chefs de premier degré, les chefs supérieurs, on a les chefs de deuxième degré et les chefs de troisième degré. Donc je dis bonjour à tous ceux qui ont des drapeaux, qui, vous savez que les chefs ont pris, je ne sais pas si c'est une instruction du ministère de l'administration territoriale qui leur demande de mettre les mains devant la cour des chefferies avec des drapeaux qui flottent au vent. Bonne initiative, mais beaucoup de chefs, je leur dis bonjour ce matin à ceux-là qui ne prennent pas la peine de remplacer les drapeaux qui deviennent blancs, ceux-là qui ont des drapeaux qui ont changé de couleur, qui ne sont plus ni verts, ni rouges, ni jaunes, bon, avec tout ça. Mais je leur dis bonjour ce matin et leur prie en même temps de changer ces drapeaux pour garder les couleurs du Cameroun. Très bien. Et puisque vous parlez des drapeaux, on va s'intéresser à ce que l'Œil du Sahel nous propose ce matin, parlant de l'enlèvement du sous-préfet de Batibo. Où est passé René Emmanuel Sadi? C'est la question que se pose le journal. Oui, il faut dire, Flavien, qu'ici, le journal s'interroge parce que, vous savez, un sous-préfet, c'est quand même le représentant de l'État dans un arrondissement. Alors, donc, lorsque cet événement gravissime s'est produit le 11 février dernier, on se serait quand même attendu. C'est vrai qu'on a le porte-parole du gouvernement souffrant, bon, mais on se serait attendu quand même que le ministère de l'administration territoriale et de la centralisation prenne la parole, pourquoi pas le ministre, pour pouvoir rassurer déjà les autres sous-préfets pour des mesures prises. C'est vrai qu'il y a un ensemble de mesures qui sont prises, mais l'Œil du Sahel s'interroge, se dit, on voit le préfet de la Momo à la manœuvre, mais depuis là, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, on ne le voit pas trop. Peut-être qu'il a des raisons, mais personne n'est au courant. C'est la raison pour laquelle le journal s'interroge. Alors, le journal, dans l'article, en parcourant justement cet article, on peut constater que dans la salle, il y a eu une réunion d'ailleurs, et dans cette salle, les gens se posaient des questions, ceux qui étaient présents. Qu'est-ce que le ministre a dit par rapport à tout ce qui arrive au sous-préfet, en tout cas aux autorités désormais? Oui, mais c'est ça justement qui attire l'attention du reporter, qui face aux questions des participants à la réunion, disent mais le ministre de tutelle qui ne fait pas partie et semble apparemment ne pas être très touché par cet enlèvement, selon ces personnes qui posaient les questions. Le reporter lui aussi a profité pour s'interroger, mais où est passé le ministre? Parce que les actions sont menées. Le ministre n'est pas lui-même à la manœuvre. On aimerait voir une situation, un cabinet de crise au niveau du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, au-delà des forces de défense, qui devraient au quotidien être au fait et parler à tout l'état-major, renforcer même déjà, et montrer au sous-préfet par intérim qui est là-bas et au préfet d'Amoumou que l'administration centrale est derrière eux et même descendre sur le terrain. Le ministre serait descendu jusqu'à Batibo, bien sûr, pour pouvoir dire qu'il est de tout cœur avec cette autorité enlevée. Et même, surtout, le problème est très grave, l'autorité enlevée, mais ceux-là qui restent pour la continuité de l'État, doivent-ils se sentir seuls? On s'interroge. Qu'est-ce que le MINAT fait pour pouvoir prendre en main cette situation et amener les autres sous-préfets qui sont dans ces localités du Nord? Alors quelqu'un d'autre vous dira que le préfet quand même de la Momo représente quand même, le représente sur le terrain. Oui, mais Flavien, d'autres même seraient aussi amenés à dire qu'on aurait même aimé voir le chef de l'État lui-même descendre jusqu'à Batibo pour les trucs. Mais oui, c'est de ça qu'il est question. Donc chacun, c'est vrai, est libre de penser ce qu'il veut et de soutenir ce qu'il veut, mais le fait est que la réalité et la psychose et surtout les effets que cela cause pour ceux qui sont sur le terrain parlent plus que c'est les spéculations des uns et des autres.
Alors, voilà donc ce que le journal propose ce matin. Où est passé René Emmanuel Sadji? C'est une question, en tout cas posée par ce numéro, le du Sahel. Et surtout, puisqu'on parle bien sûr de cette localité de Batibo et avec notamment l'absence de René Emmanuel Sadji, on peut s'intéresser davantage à ce que la Nouvelle Expression propose ce matin parlant de la crise anglophone. Bon, il y a un certain nom, Bertin Kissob, l'activiste et homme politique arrêté donc depuis juin 2016, qui est donc accusé par le parquet d'être notamment celui-là qui s'occupe des finances, de passer les finances entre bien sûr les séparatistes et autres. Oui, c'est l'accusation. Et les pourvoyeurs de fonds. C'est l'accusation, Flavien. Maintenant, il est question de prouver cette accusation. On connaît M. Kissob qui a toujours été, si on peut le dire, un activiste. Et c'est pas parce que quelqu'un est activiste et les positions connues et que vous savez que nous sommes dans un environnement d'amalgame où on veut absolument toujours trouver des boucs émissaires. Et par rapport à cela, lorsque quelqu'un répond un peu aux critères qui peuvent être brandis comme... Vous savez, à l'époque, quand il y avait même le maquis, qu'est-ce que les colons faisaient? Lorsqu'ils attrapaient un maquisard, entre guillemets, c'est-à-dire que ceux qui étaient là, les nationalistes, qui se battaient pour que le Cameroun soit indépendant, lorsqu'ils attrapaient un de ces combattants, on prenait la peine de le mettre en avant et de couper sa tête et de venir dire n'essayez plus. C'est de ça qu'il est question ici. Et très souvent, même, il y avait aussi beaucoup d'amalgame dans ce genre de personnes qui étaient assassinées, qui très souvent même n'étaient même pas très souvent des combattants. Donc vous voyez, c'est un peu ce genre de choses que nous vivons. Je pense que l'accusation est faite ici, qu'ils apportent des preuves de ce qu'ils disent. Très bien. Alors, et justement, c'est dans le journal, la Nouvelle Expression, et bien sûr, lorsque on lit également l'article, on peut comprendre qu'il n'est pas seul dans cette activité, ils sont nombreux, mais lui, son nom a été mis en avant comme étant le chef de file. Oui, mais c'est pour ça que j'étais en train de vous dire que pour le gouvernement et même pour... il faut des boucs émissaires et il faut arrêter des personnes et les faire passer comme... Mais le problème, c'est que toutes ces personnes arrêtées, nous sommes en 2018, Flavien, dites-moi si la situation a changé ou bien si tout ça est arrêté. Donc on constate plutôt que la situation ne fait qu'empirer. Donc conclusion, est-ce que ces gens-là arrêtés sont les bonnes personnes ou bien la problématique qui est posée, qui est celle du dialogue, le vrai, doit véritablement commencer. Quand est-ce qu'il commencera? On attend de voir. On arrêtera finalement toutes les populations des régions du nord et du sud-ouest et que rien n'aura changé. Ça aura servi à quoi? On aura perdu du temps. Et surtout, on aura tué plusieurs Camerounais et on aura permis à d'autres d'être des réfugiés abandonnés dans le pays, au Nigeria voisin. Et entre-temps, les villages sont presque délaissés à eux. Ça ne semble émouvoir personne. On trouve que la vie doit continuer. Et continuer à brandir certains comme des leaders, alors qu'au fait, ce ne sont pas les vrais leaders et ce n'est pas eux. Même s'ils étaient des leaders, est-ce que c'est de cette manière qu'il faudrait résoudre cette crise? Je ne pense pas. En tout cas, Charles Fonga, je ne vous ai pas donné la parole depuis parce qu'il fallait écouter Idriss Lissom qui avait certainement lu l'article, tout comme vous aussi. On parle notamment de ce qui se déroule donc, avec ce suspect qui a été interpellé depuis 2016 comme étant celui-là qui transporte les finances entre les pourvoyeurs de fonds et ceux qui doivent les gérer sur le terrain, qui sont des séparatistes clairement. Moi, je pense que Bertin Kissob n'est pas un inconnu. Hein. Bertin Kissob, c'est bien celui-là qui a pris en otage pratiquement les populations de Douala sur le pont sur le Vouri. Et on a été bien étonné de constater qu'il était encore en liberté. Et connaissant comment les choses fonctionnent dans ce pays, on a de bonnes raisons d'être étonné. Qu'il soit interpellé en 2016, qu'on le présente aujourd'hui comme étant l'argentier des sécessionnistes, j'ai encore envie de croire que ce monsieur, ce Bertin Kissob, est beaucoup plus proche du pouvoir en place. D'ailleurs, quand on remonte à ses origines, on se rend bien compte qu'il n'est pas n'importe qui n'est pas le fils n'importe qui dans la République. Donc ce Bertin Kissob, j'ai envie de croire que il est simplement comme un épouvantail qu'on veut brandir, alors il joue certainement un jeu trouble dans ce qu'on appelle la crise anglophone. Donc, j'ai doute fort que ce soit véritablement lui. Je pense qu'il est plutôt l'argentier qui a été, que le gouvernement veut bien présenter comme étant celui-là qui transporte les fonds, car il est question de faire croire aux Camerounais qu'il y a sûrement des personnes qui transportent de l'argent. Très bien. Alors, c'est en page 3 de la Nouvelle Expression. Le même journal s'intéresse à un autre sujet qui fait le tour des tabloïds aussi. Flavien, j'aimerais juste ajouter une petite chose pour dire que vraiment, dans cette situation d'argentier, il faut dire que la situation est très grave. Aujourd'hui, au Cameroun, vous ne pouvez plus vous faire du business à l'étranger. Western Union, MoneyGram, on ne peut pas vous envoyer de l'argent tel que vous voulez. Parce que vous êtes accusé. Mais je vous dis, c'est très grave. Et ça, sur le plan économique, on n'en parle pas. Mais voilà des mesures qu'on prend parce qu'on suspecte tout le monde d'être l'argentier.
On veut vous envoyer 2 millions de francs de cellulaire. Vous ne pouvez pas les toucher à vos seigneurs. Je vous parle là parce que moi-même j'ai été victime de ça et je suis victime tous les jours. Il faut qu'on vous envoie l'argent en séquence et que vous apportiez des justifs qui ne servent à rien. Voilà l'une des conséquences. Donc on suspecte tout le monde dans ce pays aujourd'hui parce que et on tue les business comme ça parce que les gens ne peuvent plus faire des transactions d'argent parce que tout le monde est suspecté d'être argentier. Parce qu'on ne sait pas qui est qui de toute façon. Bon. Alors enseignement secondaire, c'est dans la nouvelle expression, la police saute sur les grévistes à Yaoundé, ceux-là qui revendiquent quand même leurs conditions socio-professionnelles. Moi, je crois que c'est un peu, ça peut nous ramener un peu à la genèse de ce qu'on appelle aujourd'hui le problème anglophone, où des revendications corporatistes parfois se transforment en des revendications parfois politiques, simplement parce que ceux qui étaient censés écouter refusent d'écouter. On ne peut pas, rien ne peut justifier que des policiers sautent sur des enseignants qui revendiquent paisiblement leurs droits. Donc, je crois que l'État a encore manqué une fois de plus là l'occasion qui lui a été donnée de montrer qu'il est un État qui écoute ses citoyens, qui est un État qui est plus proche de ses populations. Donc, mais cela ne va pas pour autant émouvoir ces gens, cela ne va pas pour autant les amener à baisser la garde. J'ai envie de croire qu'on est plutôt en train de radicaliser une situation, un problème qui aurait pu trouver solution aussi facilement. Très bien. Ils ont d'ailleurs annoncé qu'ils vont aller jusqu'au bout tant que la solution n'a pas été trouvée, en tout cas leur revendication. Mais déjà au ministère des enseignements secondaires, une partie de la solution a été trouvée. Reste que le ministère des Finances et la fonction publique complètent ce qui doit être fait. Mais Flavien, si une partie de la situation est trouvée, pourquoi on a mis l'armée on a envoyé l'armée, les forces de maintien de l'ordre sur ces personnes? Vous savez qu'on vient de célébrer, je pense, la semaine dernière, la journée mondiale du droit à la grève. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens ont des problèmes, ils ont des interlocuteurs. Si juste pendant la négociation, ils n'arrivent pas à trouver des solutions à leurs problèmes et qu'ils veulent dire à tout le monde que voici, sans véritablement... Vraiment, vous voyez comment... Donc, je pense que ce que Charles disait tantôt est pertinent. La situation va se radicaliser. Est-ce que vous apportez le bâton face à des gens qui veulent juste crier leur ras-le-bol et après vous dites que la situation est trouvée? Le ministère des enseignements secondaires dit que la situation est trouvée et que c'est le ministère des Finances qui n'a pas de fonds pour le faire. Ça coûte quoi justement de venir s'adresser à ces personnes, leur dire voici l'état de la situation. Au jour où nous sommes, nous avons fait tous les états. Le ministère des Finances doit pouvoir, à cause des liquidités, parce que vous savez, ça coûte quoi de dire cela et avec le ministre des Finances? Parce que voilà un peu le scénario qu'on essaie d'imaginer qui sont simples et simplistes à la limite. Mais on va vous dire que non, ils ne valent absolument rien. Ils n'ont même pas le droit de venir se revendiquer. Il faut qu'on envoie une escouade. Bon, moi je pense que la manière de gérer ce type de crise est un problème dans nos institutions. Alors il y a une rencontre qui est d'ailleurs prévue à Yaoundé ce jour qui va réunir ces leaders, les leaders de ces différents mouvements, de ces syndicats et autres et des membres du gouvernement pour essayer de trouver la solution, même si on a souvent constaté qu'il y a des rencontres du genre, mais les solutions n'ont pas suivi. Vivement que la solution soit trouvée. Nous sommes à la veille des élections et aujourd'hui, je crois que le gouvernement a envie de donner l'impression qu'il est un gouvernement qui est à l'écoute. Et vivement pour nous autres, c'est que des solutions soient trouvées. Si les gens crient, c'est parce que les gens ont mal. Parfois, on a envie de croire que ces gens, c'est vous qui les battez et vous les empêchez de pleurer. Si les solutions peuvent être trouvées, c'est tant mieux pour ces gens qui souffrent depuis très longtemps. Quand vous apprenez que les gens sont là depuis 5 ans, les gens ont été recrutés, les gens n'ont pas d'avancement. Vous êtes également travailleur et nous sommes dans un mois où on va élire également les délégués du personnel. Vous vous dites, ceux-là sont en train de montrer le chemin à suivre pour tous ceux qui ont des problèmes. Donc, si on peut trouver une solution, pour nous, c'est une bonne chose. Alors, bon, Flavien, juste pour sortir, un petit mot pour dire que je suis désolé de penser que ces grévistes-là aient droit de... Parce que vous vous souvenez très bien, on a même traité, la presse a traité ici, où le ministère des Finances disait que tout devait être gelé, tout ce qui est comme avancement et tout, parce que tout est gelé pour le moment, parce qu'il n'y a pas les fonds. Bon, peut-être que comme ils ont grévé, eux, ils auront exceptionnellement les frais d'avancement, mais c'est pour dire que la situation est très grave. Hein. Bon, comme Charles a dit, on attend de voir que la réunion d'aujourd'hui va accoucher de quelque chose qui va... Alors, donc, enseignement secondaire, la police saute sur les grévistes, c'est dans la nouvelle expression, et Mutation parle d'une manifestation des enseignants reprimés à Yaoundé. Donc, chaque journal est allé de sa sensibilité pour proposer un titre donc, à ce sujet. Vous pouvez davantage lire et comprendre de quoi il est véritablement question. Le quotidien Le Messager, qui est dans les kiosques ce matin, revient sur l'émission à l'étranger de certains directeurs généraux et bien entendu des présidents du conseil d'administration. Philemon Yang recadre bien sûr ces gestionnaires publics.
Peut-être que ça arrive sur le tard. Peut-être on dira aussi que mieux vaut tard que jamais. On connaît très bien, il y a une loi du Premier ministre qui encadre la mise sur pied des commissions depuis très longtemps, sauf que cela n'est pas appliqué. Sauf que cela n'est pas respecté. Il y a des dispositions qui encadrent les commissions, les réunions et tout le reste. Maintenant, les voyages, il y a également des dispositions qui encadrent les voyages à l'étranger. Mais on s'est rendu compte que ceux qui bénéficient de ces voyages ne respectaient pas la donne. Bon, on a bien envie de croire que cette fois-ci, les injonctions premières sont respectées, mais les faits semblent prouver le contraire. Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises par le Premier ministre. Il y a beaucoup de directives qui ont été données qui n'ont jamais été respectées. Il faut peut-être réformer il faut revoir un peu la forme de l'État. Quel est véritablement le rôle du Premier ministre? Est-ce qu'il revient au Premier ministre de diligenter de telles actions? Si ce n'est pas le cas, à chaque fois on dit que c'est une haute instruction du président de la République. On a parlé de l'État pour voir comment est-ce qu'on peut rebooster l'économie du Cameroun, réduire un peu le nombre de véhicules, par exemple, que chaque ministre peut avoir pour ne serait-ce qu'aller des parties de chez lui pour le bureau, chaque ministre qui doit aller en mission, un directeur général qui doit également aller en mission. Il faut qu'il y ait quand même des justifs et avec des raisons aussi valables. Oui, c'est le texte Flavien, mais il faut relever que le Premier ministre n'est pas allé loin. C'est pour cela que moi je rejoins Charles pour dire que je doute fort. Parce que s'il fallait justement aller jusqu'au bout de la réflexion du Premier ministre, il fallait que le Premier ministre aille et dise que, par exemple, tous les ministres PCA ne doivent pas cumuler les avantages. Parce que vous voyez, ils sont nombreux. Et on a fait un travail hier dans le quotidien de l'économie, on a décelé que si les ministres qui sont PCA ont bénéficié seulement des avantages, soit seulement du ministère, sans les avantages de l'entreprise, ça peut ramener beaucoup d'argent à l'État. Et on a fait des calculs. Donc vous imaginez, mais il ne va pas loin. Il dit, moi je dis, qui va s'asseoir et juger du fait que cette mission vaut la peine ou pas? On renvoie au ministre de tutelle, on renvoie à la primature, on renvoie à la présidente. On est même allé voir comme si on prend une entreprise comme la SNH, dont le PCA est le secrétaire général de la présidente de la République. Donc il va se demander lui-même la permission de voyager. Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux dans ce genre de choses. Tout ça, c'est... Vous savez, Flavien, pendant cette année électorale, on va nous mettre des mesures de saupoudrage qui vont toujours donner l'impression que non, le chef de l'État met la situation, il prend les choses en main, et pour que ça endorme le budget camerounais qui aime bien cela, et la vie va continuer, et après, lorsque la mission sera atteinte en octobre, on revient dans les mêmes cycles et on ne va que continuer de plonger. Vraiment, moi, je dis que il est très tard pour prendre des mesures. Mais moi, à la suite d'Idriss, je dirais plutôt que c'est un peu la faute. Je ne fais pas de l'autoflagellation, hein, mais on dirait que c'est la faute aux journalistes. C'est-à-dire que pour nous, cette injonction du Premier ministre n'est qu'un prétexte pour aller toucher du doigt la réalité, les pertes, estimer les pertes que le pays fait dans ces missions-là. Donc maintenant, si on s'en tient simplement à ce que le Premier ministre a dit, je crois que c'est trop limitatif, ça n'apporte absolument rien. Le gouvernement, l'État du Cameroun paie combien d'argent chaque fois que ce type d'émissions sont effectuées? C'est ça qui nous intéresse. Et maintenant, voilà une mesure qui vient corriger les pertes de centaines de milliards qu'on a par an. Là, on pourrait bien comprendre, mais donner l'impression que le Premier ministre veut bien travailler, il veut bien faire. J'ai envie de dire que c'est du saupoudrage. On veut distraire, surtout en ces années électorales. Et nous-mêmes, les journalistes, on se rend complices. Bon, mais malheureusement. Peut-être, Charles, pour ajouter que il faut juste prendre le travail fait par les journalistes d'investigation qui ont chiffré, par exemple, ce que le président de la République... À 90 milliards de francs CFA. Donc, si on sous-tend, on descend jusqu'au niveau des ministres et DG. En 35 ans de règne. Je pense que ça peut, en fait, tel que Charles dit, c'est très pertinent, c'est des pistes de travail pour les journalistes qui doivent pouvoir, justement, parce qu'il faut le dire, que quand le Premier ministre prend cette mesure, c'est sûr qu'ils ont les chiffres. Voilà. Et ils ont le vrai chiffre. Et ce chiffre est caché, mais il faut qu'on reçoive ce chiffre-là que l'État fait. Voilà, avec ces voyages et missions qui sont faits fantaisistes. Très bien, vous parlez des chiffres, donc il faut déjà rappeler que ces informations sont dans la presse et rappeler également que ce matin, Info Matin revient sur le voyage de Paul Biya, les voyages en tout cas, parlant notamment de ce petit rapport qui trahit bien sûr le grand complot et Cameroun Tribune de dire voilà les dénigreurs désormais disponibles, en tout cas qui continuent leur travail. On a évalué en 35 ans de règne
pratiquement 90 milliards de francs CFA, l'argent du contribuable utilisé par le chef de l'État dans ses multiples voyages. Oui, je crois qu'il y a bon, c'est vrai, je vais encore revenir là, on va m'accuser d'autoflagellation. C'est regrettable qu'à chaque fois, parfois des confrères, des journalistes voient des complots partout. Vous avez d'autres confrères qui font un travail de sape, un travail de terrain et qui vous ramènent des chiffres. Et maintenant, on peut lire ces chiffres-là. On se rend compte que si on fait une comparaison avec d'autres pays et avec d'autres chefs d'État qui voyagent, on se rend bien compte que nous sommes très loin. Et quand on publie, vous en avez qui reviennent pour vous dire complot, voici le rapport qui trahit. Effectivement, nous sommes tous conscients au Cameroun que notre chef d'État passe plus de temps assez souvent en Europe qu'au Cameroun. Et nous savons qu'il est dispendieux, qu'il dépense d'énormes sommes d'argent. Il y a eu des médias français qui, à un moment... Mais c'est pour le travail qu'il voyage, donc. Oui, non. Si même c'est pour le travail, on a l'impression qu'il en fait un peu trop. Et quand il voyage, il a une garde prétorienne assez abondante. On a des personnes qui l'accompagnent. Il a une délégation que je veux même dire quelquefois démesurée. Donc, ce qu'on passe ces entrefaits-là pour présenter une situation, les gens veulent donner l'impression aux Camerounais qu'on en veut au Cameroun. Non, ce n'est pas cela. Je pense qu'il faut plutôt tirer les leçons d'une telle situation et dire, OK, comment faire pour dépenser moins? Et que ceux qui aujourd'hui sont candidats à la présidence, s'ils arrivent à devenir président, qu'ils sachent qu'ils ne vont pas copier ce qui est présenté comme le mauvais exemple. Parce que dans tous les cas, c'est un mauvais exemple que de dépenser plus de 90 milliards dans les voyages à l'étranger. Très bien. Oui, Flavien, moi je vais dire tout simplement à Charles que nous sommes face à une situation. En 2018, ne soyez pas surpris. On va faire de l'autoflagellation parce qu'on aura toujours une certaine partie de la presse qui va venir défendre le système en place et traiter les autres. Le problème, c'est que leur défense, elle est mal faite. C'est-à-dire que la défense ici, au lieu d'apporter des éléments qui peuvent, et non l'insulte, vous savez que dès que quelqu'un va dans l'insulte, ça veut dire qu'il n'a pas d'autres arguments pour pouvoir... Parce que lorsqu'on dit les dénigreurs, ça veut dire que ceux-là, ces journaux-là n'arrivent pas à donner les éléments concrets pour contredire ce qui a été fait. Est-ce que ce qui a été fait n'est pas des faits exploités? Mais c'est à travers les réseaux sociaux qu'on... Voilà, maintenant, on dit le petit rapport, oui, c'est un petit rapport, mais on sait que même Kiroko est petit, mais il est très fort. Donc, il faut faire attention à les petits rapports qui peuvent attirer l'attention de ceux-là demain qui vont décider s'ils continuent avec cette gabégie ou bien il faut changer. Très bien. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. C'était l'édition de ce mercredi. La revue des Grandes Unes, demain, à la même heure. Bonne journée à tous.